comment ça se passe, l'orthophonie, en contexte d'expatriation. Est-ce que, Mathilde, tu veux peut-être juste te présenter brièvement? Bien sûr. Donc, Mathilde, que je suis moi-même en contexte d'expatriation aussi. J'ai été diplômée il y a 2 ans en Belgique, à Bruxelles. Après, j'ai exercé en Belgique, en France également. Ça veut dire que j'ai eu mon équivalence de diplôme, que je suis très alerte des pratiques en France et en Belgique. Et c'est quand même un avantage à ma pratique parce que je sais en fait que ce que je fournis comme bilan et comme prise en charge est conforme à la déontologie, on va dire, de ces deux pays. Et donc, en fait, si vous réintégrez ces pays par la suite, tout ce que moi j'aurais fourni comme document et comme session sera conforme et compris par les autres orthophonistes. Donc ça, c'est aussi un avantage. C'est pour ça que je voulais le souligner après. Voilà un petit peu pour ma pratique. Ben, c'est parfait, Mathilde. Est-ce qu'on va commencer directement dans le feu de l'action parce que ce sont des questions vraiment qui sont très souvent répétées. Donc, on voulait donner les informations claires. On va y aller avec comment ça fonctionne côté remboursement des consultations en orthophonie pour un enfant qui est expatrié. Voilà. Donc, déjà, c'est bien que tu soulignes pour un enfant qui est expatrié, parce que la chose que moi, je vais souligner pendant tout cet échange, c'est que je m'adresse vraiment à des enfants qui sont expatriés et donc qui ne résident pas dans leur pays d'origine, on va dire. Et donc qui ne sont pas soumises à la mutuelle de leur pays d'origine. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va être important au niveau du remboursement. Donc, moi-même expatriée, je ne suis pas rattachée à la sécurité sociale française ni d'aucun pays francophone, hein, comme je suis en Thaïlande. Et donc, je m'adresse à des patients qui ne sont pas non plus rattachés à une sécurité sociale de ces pays francophones. Parce que, en fait, on va pouvoir vraiment espérer un remboursement quand on est expatrié, quand on dispose d'une assurance ou d'une mutuelle d'expatriés qui, là, sont très au fait de ce genre de pratique et remboursent tout à fait les prises en charge. Mais par contre, ça, c'est un point important qu'on voulait souligner avec l'équipe d'Aideor, c'est que pour tout patient, tout parent qui réside dans un pays francophone, dans lequel souvent il y a un ordre d'orthophoniste en plus qui est bien régi et dont la mutuelle et l'assurance est reliée à ce pays, ne pourra jamais espérer avoir un remboursement des prestations que je fournis. Alors, il pourra avoir des prestations, il n'y a pas de souci, mais il ne pourra pas être remboursé de ces prestations, tout simplement parce que, en fait, je ne suis pas rattachée à la sécurité sociale de ce pays. Ça, c'était le gros point, je pense, sur lequel on voulait insister et un petit peu les difficultés hein, de ces contextes un peu plus complexes que quand on habite dans notre pays. Voilà, malheureusement, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait et la sécurité sociale, elle a ses règles très bien ancrées et on ne peut pas aller contre, malheureusement. Voilà, je ne sais pas si Eugénie, tu voulais rajouter quelque chose. Ben, nous, en orthopédagogie, il y a certaines mutuelles, certaines assurances qui remboursent. Alors, ça peut arriver, hein. Là, on a des élèves en Éthiopie, c'est remboursé pour certains. On en a à Singapour. Bon, il y a euh, certaines assurances que les parents prennent qui sont privées, donc c'est ça, les mutuelles, qui font en sorte que les interventions peuvent être remboursées jusqu'à un certain montant. En orthophonie, c'est différent. C'est sûr qu'on est dans le domaine de la santé par rapport à l'orthopédagogie qui est dans le domaine de l'éducation. Et en orthopédagogie, on n'a pas un ordre professionnel. Là, l'orthophonie, c'est différent parce que c'est aussi avec un certain cadre pour protéger les clients, les patients. Donc, on, on a l'Ordre, par exemple, des orthophonistes au Québec qui va demander qu'au Québec, l'enfant, s'il réside au Québec, qu'il soit suivi avec une orthophoniste qui est membre de l'Ordre des orthophonistes du Québec. Donc, ça, ce sont des situations qui sont assez particulières. Par contre, si vous êtes français, que vous habitez en contexte d'expatriation, que vous n'êtes pas sur le territoire français, que vous n'êtes pas au Canada, par exemple, la situation est bien différente et c'est possible d'avoir des interventions. Nous, avec le ADR enregistré à Singapour, on est
enregistrés comme euh, service en éducation et aussi de la santé avec l'orthophonie. Donc ça, c'est possible d'avoir un suivi, mais bien sûr, comme tu expliquais, Mathilde, avec un certain détachement de la France. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir les assurances comme si vous étiez en France. Voilà, ça c'est Donc, ça, c'est important. vraiment une particularité à faire attention, à savoir, prendre en compte. C'est sûr que vous souhaitez aider votre enfant. C'est sûr qu'il y a un certain coût et il faut le voir vraiment comme un investissement parce qu'on souhaite que votre enfant acquiert un langage qui va lui servir pour toute sa vie. Donc, ce sont des acquis qu'il va transférer au travers du social et aussi tout ce qui est scolaire. Donc, c'est vraiment c'est un contexte particulier lorsqu'on est en expatriation avec des pour et des contre. Ouais, exactement, c'est ça. Après, les mutuelles d'expatriés, généralement, remboursent bien. Moi, j'ai pas de souci avec mes patients ici et avec les patients qui sont pas dans des pays francophones. Mais en effet, c'est une réalité pour tous ces pays autres qu'on a cités jusqu'ici, le Québec, hein, surtout le Québec, la Belgique, la France, tout ça, c'est des pays où il n'y aura pas de remboursement par rapport à mes prestations. Voilà. Donc, ça couvre un peu toutes les questions par rapport aux démarches à entreprendre. Bon, donc, est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques? Des fois, on entend parler de ça. Nos parents, des fois, ils nous disent, tu sais, comment je dois m'y prendre par rapport à à ces démarches-là, à qui je dois m'adresser peut-être pour, hein, c'est des choses qu'on entend des fois. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire que nous, on donne ces interventions-là, ces consultations-là en orthophonie. Après, les démarches, peut-être que tu vas être plus précise, Mathilde. Est-ce que Mais tu tu voulais... as raison de poser cette question parce qu'en fait, ensuite, les démarches auprès de la mutuelle et de l'assurance, ça va être vraiment du cas par cas. Et nous, par exemple, alors, on a des petits tips, on sait ce qu'il faut demander aux assurances mutuelles, c'est pour ça que vous pouvez quand même nous demander. Mais par contre, c'est pas nous qui allons vous renseigner clairement sur, par exemple, le montant qui va vous être alloué par votre assurance. En fait, la première démarche importante à faire quand on veut lancer une rééducation, c'est d'aller se renseigner directement à son courtier, à son assurance ou à ses mutuelles pour savoir, OK, quels sont mes droits en tant qu'expatrié et qu'est-ce que j'ai le droit. Moi, je dirais que ce serait la première démarche à effectuer après avoir évidemment contacté l'équipe Edgeor qui vous dira si est-ce que effectivement on peut proposer quelque chose pour votre enfant. Si on vous propose quelque chose, je vous invite très fortement à vous aller vous renseigner auprès de vos mutuelles d'expatriés qui, elles, sont très au fait de toutes ces notions-là et c'est elles qui vont vous renseigner en fonction, ça dépend du nombre d'enfants qu'il y a dans la fratrie, ça dépend du prix que vous payez aussi au niveau de mutuelle, ça dépend de tout plein de facteurs que nous, on peut pas du tout prendre en compte, en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Eugénie, mais Oui, tout à fait. C'est ça, c'est des questions qui en viennent souvent, mais ça, tout c'est ce qui est côté des assurances, c'est ça. Nous, on vous offre que votre enfant ça aille de mieux en mieux et qu'il ne vive pas avec cette frustration de ne pas pouvoir s'exprimer, par exemple, ou avoir des difficultés en prononciation, voilà. Mais après, tout ce qui est donc, ce qu'on voulait mettre déjà au clair et donner comme information, c'est tout ce qui est des démarches de se renseigner à l'assurance et de ce qui est de est-ce que c'est remboursé? Ben, peut-être que non. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Il ne faut pas prendre pour acquis que parce que c'est de l'orthophonie, il va avoir un remboursement. Quand on est dans un contexte d'expatriation, on peut recevoir de l'aide pour son enfant, mais à un coût peut-être différent. Maintenant qu'on exactement. rentre dans l'orthophonie en ligne, en expatriation, peux-tu nous expliquer un petit peu comment les parents expatriés peuvent en venir à avoir de l'orthophonie en ligne? Comment ça se déroule? Alors déjà, comment ils peuvent en venir? C'est assez simple, c'est que quand je parlais d'enfants expatriés, en fait, c'est beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à des orthophonistes dans leur pays d'expatriation. Et ça, je pense que ça va être, bon, c'est déjà hein, la plupart des patients que j'aide moi sur les dehors, ça veut dire qu'en fait, des séances en présentiel en orthophonie, c'est pas du tout possible dans le pays. Et donc là, on dit merci à l'orthophonie parce qu'en plus, c'est souvent des pays justement dans lesquels le langage est assez difficile à entretenir.
Et en plus, difficile à entretenir, mais difficile à entretenir de façon qualitative, hein. Ça veut dire que euh, je voulais en parler plus tard, mais je peux en parler maintenant. En fait, une réalité quand on est en contexte d'expatriation, hein, c'est le bilinguisme, hein. Je pense qu'on va en parler beaucoup. Donc, c'est cette réalité où vos enfants, je pense, peuvent parler deux, trois, voire quatre langues, hein. J'en ai beaucoup ici. Et donc, comment faire pour que mon enfant garde un bon niveau en français? On va dire que c'est souvent ça qui va ressortir de ces contextes d'expatriation. On sent qu'au niveau langagier, il lui manque des notions, il lui manque du vocabulaire, il lui manque... Ses phrases sont pas vraiment bien construites. Comment je sais ce que je dois vraiment attendre de mon enfant? Donc ça, c'est l'orthophoniste qui va vous aider, hein. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Mais une notion importante, en fait, que nous, on dit beaucoup à nos patients, c'est que pour bien parler une langue, il faudrait y être exposé à 30% de son temps. Donc, faudrait voir pendant une année et compter exactement le pourcentage du temps de l'enfant qui est alloué à la langue. Donc, 30% de la langue au niveau quantitatif, mais 30% de temps aussi de qualité. Et c'est là où l'orthophonie, elle intervient aussi. Parce qu'en fait, moi, ce que je vais proposer en ligne, c'est des exercices très, très ciblés, hein. Souvent, je vais modéliser le langage. Ça veut dire que je vais montrer que dans une phrase, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément. On va utiliser vraiment des visuels qui vont modéliser la phrase et donc là, qui vont impliquer un contexte très, très qualitatif où l'enfant va se sentir en fait bon dans cette langue. Parce que ce qui est difficile à l'étranger, c'est que c'est soit des enfants qui vont se retrouver avec des enfants qui parlent vraiment bien français parce que eux, ils viennent juste d'arriver en France et donc là, ils vont vite se dévaloriser. Ah mince, moi, j'y arrive pas, etc. J'arrive pas à faire mes belles phrases. Soit ça, ou alors des enfants qui parlaient très très bien le français, mais qui petit à petit perdent aussi parce qu'ils sont moins exposés. Et ça, c'est normal, hein. Nous aussi, en orthophonie, on va apprendre à un peu déculpabiliser les parents. On va pas attendre le même niveau de langage qu'un enfant qui parle qu'une langue. Donc, ça va être aussi différent, toutes ces notions-là. Mais par contre, on va essayer de maintenir déjà alors, j'allais dire un amour de langue, pas un amour, mais en tout cas, une certaine appétence pour la langue. Ça, c'est important parce que l'enfant, il peut vite perdre le français, hein, surtout quand on a l'anglais à côté, euh, qui est beaucoup plus facile, on va dire. Enfin, l'enfant va plus facilement parler en anglais, on est d'accord. Donc, le français, ça doit rester une langue qui est fun, qui est dans laquelle on peut se débrouiller sans faire d'erreur. C'est pour ça que les modèles, ça aide. Et puis une langue dans laquelle on se sent bien avec les personnes avec qui on parle français. Et donc à l'école, le côté qualitatif, il peut parfois être un peu revu et pas super quali parce qu'on va se comparer aux autres. Parce que la maîtresse, elle va me dire que je dis pas bien ça. Parce que on va pas me comprendre quand je dis ça. Alors que l'orthophonie, ça va vraiment appuyer à fond sur sur ce côté pardon, qualitatif. Et même si on se voit une à deux fois par semaine, c'est déjà bien, mais moi, je vais aussi toujours donner des exercices qui vont cibler le même modèle langagier. Et donc, à la maison, avec papa et maman, on va aussi encourager un contexte qualitatif. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette qualité. Il faut la quantité, mais aussi cette qualité. Et je pense que c'est là où l'orthophonie amène, enfin, l'orthophonie en ligne, elle est vraiment un bon soutien, hein. Je le vois avec les petits patients, surtout d'Éthiopie, hein, qu'on voit actuellement. C'est vrai que c'est un gros, gros soutien. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Eugénie, mais Tu as très, très bien répondu. C'est très précieux, cet accès-là à une ressource qui n'est pas disponible sur place. Et donc, que ce soit en ligne, que ce soit de l'orthopédagogie en ligne ou de l'orthophonie en ligne, l'efficacité est la même si le professionnel adapte son contenu euh, avec des activités qui sont interactives. Donc, tu as très bien su en parler, côté que ce soit une qualité. Donc, là, quand tu travailles le langage, tu en fais de la rééducation sur la prononciation. Donc, tu peux en parler peut-être comment ça se passe? c'est vrai qu'une des difficultés dans ce fameux bilinguisme, hein, je vais rester là-dessus, mais c'est l'articulation de certains phonèmes de la langue française qui sont plus difficiles dans certains pays. On pense par exemple au re. Peut-être que vous l'avez vous vécu avec vos enfants qui peuvent parler je ne sais quelle autre langue. Mais le re, par exemple, oui, c'est un phonème très difficile à produire. Et en fait, l'articulation pour un enfant, ça peut vite devenir un contexte où il se sent pas forcément à l'aise parce que on va tout le temps lui dire non, non, c'est pas comme ça.
c'est un requin, c'est un renard. Et puis lui, il va essayer de répéter, ça va toujours pas être ça. Il va répéter, répéter, répéter. Et alors là, on se retrouve dans une interaction qui est pas du tout porteuse pour l'enfant parce que lui, il va se sentir vraiment nul. En fait, si on a beau répéter, il ne trouve pas quel est le point d'articulation. Et là, que ce soit orthophonie en ligne ou orthophonie, c'est là où nous, en tant qu'orthophonistes, on va intervenir. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide vraiment à aider l'enfant à trouver où dans ma bouche, dans ma gorge, ou par rapport à mes dents, où est-ce que je positionne ma langue, mes organes articulatoires, en fait, pour former le son. Et donc, là, encore une fois, on va utiliser toujours des exercices ciblés. Donc, en articulation, ça va être ciblé, on va dire, sur la place du phonème dans le mot. Généralement, moi, je vais commencer par le phonème en fin de mot parce que c'est plus facile. Ensuite, on va passer en milieu de mot. Ensuite, on va passer en début de mot. Et donc, ça, c'est vrai que c'est important pour ça, l'orthophonie, parce que ça aide vraiment à cadrer et à avoir vraiment une certaine trame. Enfin, nous, on a notre trame de rééducation et donc on vous la fournit aussi puisque les exercices sont basés sur cette trame. Mais ça permet d'avancer aussi. Et là, on peut vraiment féliciter l'enfant. Ah, mais voilà, là, ça y est, tu l'as dit. C'est bien. Et donc, lui se sent valorisé aussi. Et donc, comme je le disais, hein, c'est toujours par le biais de jeux, hein. On va faire des petits doubles, tous les jeux très simples qu'on connaît hein, du quotidien. On réadapte tous nos jeux, nous, hein, mais je pense que l'orthopédagogie, vous faites la même chose. Hein, Eugénie, on en parlait. Mais voilà, on réadapte le memory, on réadapte le double, on réadapte le petit jeu, la pièce, où on doit trouver la pièce en dessous de 10 images. Il faut trouver en dessous de laquelle image est la pièce. Enfin, des petits jeux tout simples, mais encore une fois, ça stimule et puis on oublie qu'on travaille l'articulation. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux parents aussi, c'est que c'est pas en répétant et en frustrant un peu l'enfant, en le coupant au milieu de sa phrase, que lui va réussir. En fait, il va juste être très frustré au niveau du langage et du français, là, pour le coup, parce que ça va être un phonème qu'il n'y a que dans le français. Et donc, petit à petit, il va se détacher de cette langue-là parce que, bah non, c'est trop dur. On me coupe quand je dis quelque chose. Après, on me demande de répéter alors que moi, j'avais pas fini ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est important aussi. L'orthophoniste, elle est aussi là pour donner des petits conseils engagés qu'on va adapter au quotidien. Et là, je peux en venir à qu'est-ce que l'avantage de la téléorthophonie dans ce cadre-là? C'est que les parents sont très, très présents aussi en téléorthophonie. Euh, à chaque fin de séance, hein, j'ai souvent les parents qui interviennent. Et donc là, c'est super pratique parce que moi, je transmets directement ce que j'ai fait en séance. Si le parent parle pas vraiment bien français, on se rabat toujours sur l'anglais. Ça, c'est pas un souci. Moi, j'ai quand même les bases pour me débrouiller aussi en anglais. Il voit les jeux qu'on a fait et puis il voit en contexte comment on reprend l'enfant. Moi, j'utilise en articulation beaucoup les gestes, hein, le re, le, des petits gestes comme ça. Et donc, hop, le parent, il va les réadapter dans son quotidien. Alors que c'est quelque chose que je voyais un petit peu moins dans mes séances d'orthophonie en présentiel. Les parents, ils sont un peu dans le rush de la journée, hein. On a des séances à 14h, 15h, et puis après, il faut aller chercher la petite sœur, il faut au cours. Alors que là, je dirais qu'un des avantages de la téléorthophonie, c'est que je vois beaucoup les enfants après l'école, à la fin de la journée, quand tout le monde est rentré à la maison, quand tout le monde est assez serein, a eu le temps de prendre son petit goûter, etc. Et ouais, je sens tout le monde un peu plus posé, plus ouvert aussi. Et c'est vrai que, je sais pas si tu as ça aussi, Jenny, mais je trouve que les enfants sont très concentrés, en fait, pour le coup, et puis très stimulés par ce qu'on leur apporte. Tout à fait. On a la même chose en téléorthopédagogie. Euh, en orthopédagogie, il y a plein d'avantages aussi d'être là en présentiel, ça c'est sûr. Mais un des avantages, en tout cas en téléorthopédagogie, un peu comme tu expliques avec la téléorthophonie, c'est cette proximité qui se fait de la communication avec les parents parce qu'il y a une plus grande disponibilité. Donc, même si c'est un 5 minutes après la rencontre, le parent est peut-être en train de faire à manger ou quoi, mais il y a ce petit 5 minutes, ben, ça nous permet quand même de rentrer en communication avec lui pour lui rappeler des petites choses à faire dans la semaine, soit que l'enfant doit le faire selon l'âge, soit que le parent peut, comme tu expliquais, une petite recommandation de guidance parentale très appréciée des parents. Voilà, c'est vraiment très, très plus reposé, mais aussi, c'est ça, plus disponible, en tout cas, pour augmenter la fréquence de communication avec les parents et aussi même des enfants. Une fréquence beaucoup plus
régulière d'intervention, moins d'absence, parce que c'est beaucoup plus simple Exactement. à la maison de se connecter. Donc, c'est ça. Il ne faut pas hésiter qu'on soit dans n'importe quel fuseau horaire. Nous, on s'ajuste. Mathilde, tu as des heures matin, fin de journée. C'est correct, c'est des heures flexibles. Puis, ça fait partie aussi de nos personnalités à vouloir faire ça. On le prend. Ça, Ouais. c'était une des questions, enfin, des questions qui avaient été posées aussi, mais c'est vrai que je pense que toutes les deux, autant tant qu'orthopédagogue ou orthophonie, téléorthophonie, on est toutes les deux très, très flexibles. Donc, enfin, moi, j'ai appris aussi à décaler un peu ma journée plus tard le soir parce que c'est une réalité de tous les expatriés. Enfin, moi, je suis souvent 6 heures après les autres, de 4 à 6 heures après. Je suis beaucoup après. Toi aussi, Eugénie, on n'est pas si loin toutes les deux. Donc, je pense qu'on est à peu près dans le même fuseau horaire. Et donc, on a pris ça comme une réalité aussi du terrain. Et généralement, le fuseau horaire n'est jamais vraiment un problème, enfin, je pense. Non, on vit dans notre présent, mais on sait que on sait qu'on est en avance quand on est en Asie, hein? Donc, on suit aussi ce qui se passe ailleurs. Donc, effectivement. C'est Comment ça. tu t'adaptes, je dirais, par rapport à, tu sais, là, on parle justement des fuseaux horaires. Comment tu t'adaptes attends, je m'excuse, je reviens. Comment tu t'adaptes selon les côtés géographiquement éloignés? Donc, par rapport aux cultures, parfois, tu mentionnais tout à l'heure l'Éthiopie, donc il y a différentes. Oui, on peut avoir une famille qui est francophone, donc les deux parents, mais on a parfois aussi des couples mixtes. On a aussi des familles, en fait, qui envoient leurs enfants au lycée français et puis qu'on vient à les aider, mais la famille n'est pas nécessairement francophone. Donc, dans tes séances où tu parlais que le bilan tu peux le faire en anglais. Comment ça se passe, ça, pour adapter aussi des fois la vitesse de la lecture selon la culture, les mots de vocabulaire? Est-ce que tu vas en parler un petit peu? Donc c'est vrai que tu parlais de l'anglais, ça c'est la première chose qu'on adapte assez facilement avec des parents qui vont pas forcément parler la langue. On va se rabattre sur l'anglais ou alors si vraiment il n'y a pas l'anglais non plus, c'est même l'enfant des fois qui peut expliquer aussi aux parents et ça c'est sympa parce que ça renforce aussi la relation on va dire entre le parent et l'enfant, hein. J'ai déjà eu ça et je trouve ça vraiment sympathique que l'enfant puisse reformuler avec ses mots pour que son parent comprenne. Ça le met vraiment dans une position. On valorise beaucoup les enfants, hein. Je pense que c'est un peu nos maîtres mots ici. Mais on est très, très dans réussir à réélever un petit peu l'estime de soi que ces enfants à l'étranger peuvent un petit peu perdre. C'est très, très important. Et donc ça y participe aussi. Euh, En lecture, comment je m'adapte à cette diversité culturelle? Alors, en fait, c'est comme en France, mais j'essaye de trouver un point d'accroche avec le parent, quelque chose que le parent comprenne, parce qu'en fait, des fois, au niveau culturel, tout ce qui est, je pense par exemple, là, à la Thaïlande où je travaille, je sais que les devoirs, le travail à la maison, c'est pas forcément quelque chose qui est très répandu au niveau culturel. En Éthiopie, oui, en Éthiopie, ça va être plus la langue là, qui va être difficile. Donc, en fait, j'essaie vraiment d'avoir ce lien avec le parent dont on parlait avant. Les premières séances, elles sont très, très fortes avec le parent aussi, hein. Souvent, le parent reste près de l'enfant pour, en fait, que lui voit l'intérêt du travail et essaye de trouver comment, ah, ok, comment moi, je peux apporter ma petite touche. Si c'est pas les devoirs tous les soirs, ça va être juste en lecture, ça va être, mais comme un parents pourraient le faire aussi, mais ça va être lire un petit mot tous les soirs, quelque chose comme ça. Et en fait, des parents qui se sentiraient pas très impliqués au début, ils arrivent à s'impliquer parce qu'ils voient qu'en séance, les choses qu'on travaille s'appliquent ensuite dans le quotidien. Donc en fait, j'essaye de trouver, de montrer par la démonstration, par le concret, comment ça va aider l'enfant, que ce soit en lecture, en articulation. Donc bon, ça, c'est un peu un tips du quotidien, hein. C'est pas que à l'étranger, mais c'est vrai que c'est beaucoup ça, je trouve, qui est important, l'implication des parents. Et donc, évidemment, ça en découle aussi de l'implication de l'enfant, hein. Les deux vont ensemble. Et c'est ce qui permet 100% un suivi qui est réussi. Mais voilà, je dirais que c'est ça le plus important, moi, donc évidemment, le respect aussi hein, de la culture de l'autre, bien sûr. Enfin, on essaye toujours de poser des petites questions. Ah oui, c'est comme ça chez toi, s'intéresser à la culture de l'autre, hein. Ça, on le fait beaucoup avec l'enfant. Parce que bon, le parent, c'est beaucoup plus des questions très, très techniques sur qu'est-ce que je dois faire. Mais l'enfant, voilà, on essaye de lui faire sentir que
en fait, je trouve que c'est une richesse aussi de la télé-orthophonie ou télé-orthopédagogie, hein. C'est le fait qu'on soit tous les deux dans deux contextes d'expatriation différents. Et je trouve ça très, très riche que on puisse échanger là-dessus aussi et que autant l'enfant que l'orthophoniste ou l'orthopédagogue apporte quelque chose à cet échange. En fait, là, avec l'enfant, on est sur un même pied d'égalité, hein. On a tous les deux une culture différente. Moi, je connais pas forcément sa culture. Lui connaît pas la mienne. Et alors, c'est très intéressant de voir aussi l'enfant expliquer comment il pense que ça se passe chez lui. Et puis, encore une fois, hein, ça le valorise beaucoup. Ça, c'est vraiment pris en compte aussi dans les séances, hein. Il y a toujours pas trop longtemps, évidemment, parce que c'est vrai que ça passe vite, du coup, les 30 minutes de séance. Mais c'est vrai que toujours les 5 petites minutes du début, euh, en orthophonie, on parle de langage spontané, hein. Donc c'est aussi un exercice d'orthophonie parce que ça, Mhm. c'est de ce dont on a besoin. Mais on essaye d'aiguiller le langage spontané sur des choses un peu plus culturelles. Et les exercices en lecture, pareil, je vais essayer de prendre des trucs qui se rapprochent à différentes cultures. C'était la galette des rois, là, par exemple. Donc, on faisait des exercices sur la galette des rois. Et puis, je demandais comment c'était dans ce pays. Les exercices, on arrive toujours à les rapprocher un peu à la réalité de l'enfant. Je pense que c'est... Hmm. Oui, puis c'est important justement parce que quand on parle d'apprendre une langue, on dit toujours que c'est pas juste comment le vocabulaire, c'est aussi la culture. Donc ça en fait partie, la galette des rois, d'en parler par rapport à la France. Ben, au Québec, c'est pas autant souligné, du coup. Et puis c'est vrai que lorsqu'on on est avec les élèves, c'est toujours s'adapter à eux, peu importe de toute façon, que ce soit dans notre pays ou non, mais de s'assurer que le vocabulaire soit compris. Donc, si par exemple, tu parles de la galette des rois, oui, c'est la tradition, mais est-ce qu'il sait ce que c'est? Est-ce qu'il en a déjà mangé? Est-ce qu'il connaît les amandes? Parce que des fois, nous, il y a certains légumes qui vont pousser dans des pays, mais qui ne poussent pas dans d'autres aussi. Donc, si on fait un texte et puis on parle d'animaux qui ne sont pas dans ces pays-là, les saisons, donc c'est vrai qu'il y a des éléments parfois qui sont très culturels et bien sûr qu'on porte une attention ouais, particulière. Et l'avantage de la téléortho ou téléorthopédagogie ici, ben, l'enfant est à son domicile, dans son environnement aussi. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y a un mot de vocabulaire, par exemple, qui soit pas compris. Et donc, moi, je lui montre un objet aussi qui est dans ma pièce et je lui dis, mais si, regarde, je vais te le chercher en direct. Et donc, lui, il va me le chercher aussi. Et là, on peut être sûr que les mots, ils sont enregistrés pour toute la vie, quoi. Quand il y a vraiment des contextes comme ça facilitateurs, quand c'est vraiment son objet que lui va chercher, ou alors, ça peut être aussi un objet que moi, je connais pas, qui ferait partie de sa culture. Voilà, enfin, ça aussi, c'est des choses qui marquent beaucoup l'enfant, je trouve, quand on s'intéresse à ce que lui, enfin, ce qui est sa réalité à lui, en fait. Je trouve que ça rejoint ton vocabulaire, parce que ça, c'est une réalité aussi à l'étranger. Et ce que je peux le souligner aussi, c'est que c'est presque jamais, enfin, c'est jamais significatif d'un trouble, mais il y a très souvent un vocabulaire qui est un peu plus pauvre à l'étranger, pas forcément, mais en tout cas quand il y a du bilinguisme, parce que évidemment, l'enfant a deux systèmes linguistiques en tête ou plus, et donc ça veut dire que finalement, il n'a pas moins de vocabulaire que les autres, il y en a même plus parce qu'il connaît dans les deux langues. Et donc il y a quelques mots un peu moins courants qu'il va moins maîtriser. Ça, c'est important de les stimuler parce que après, en lecture, etc., oui, d'accord, c'est vrai que ça peut abîmer un peu sa compréhension. C'est ce qu'on observe, c'est pour ça que c'est important de le renforcer, mais c'est jamais un trouble à proprement parler, ce manque de lexique. Bon, tout est relatif, hein, il faut une réévaluation, mais voilà, c'est une réalité, le lexique aussi. Donc, c'est important de le travailler en ligne. Tout à fait. Comment tu dirais, est-ce que tu as des conseils, parce que là, je vois qu'on tire vers la fin, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux parents qui hésitent à opter pour des séances d'orthophonie en ligne parce que pour différentes raisons, peut-être parce qu'ils ne savent pas s'il y a vraiment des besoins d'orthophonie ou est-ce que ça va se replacer, ou ils ne savent pas l'efficacité en ligne, ou peut-être ils osent pas parce qu'ils vont changer de pays. Comment tu expliquerais certains petits conseils, petites recommandations? Donc, déjà, tu parlais, je vais changer de pays, etc. Bon, ça, l'avantage hein, de la téléorthophonie, téléorthopédagogie, c'est que on reste disponible, peu importe vos pays d'expatriation. Donc,
il y a quelque chose de stable qui est toujours là. Ça, c'est nous. On vous Et suit. ça, On déménage avec vous. voilà. Donc ça, déjà, c'est jamais un problème. Ensuite, les questions, oui, ça peut être, OK, est-ce que ça marche vraiment la téléorthophonie? Je vais pas vous dire que ça marche à tous les coups, hein. C'est vrai que j'ai pas encore eu le cas, mais je pense qu'il y a des situations, par exemple, vraiment avec des tout petits loulous, où la concentration est vraiment difficile, où il est pas vraiment intéressé par les écrans. Là, je vais pas vous cacher que je serais peut-être un peu moins vendeuse de la téléorthophonie, mais dans l'autre sens, c'est vrai que ça a beaucoup d'autres avantages que je vois pas forcément, mais le côté, je trouve que par exemple, ça aide aussi à l'autonomie de pas mal d'enfants. Enfin, je les vois au fur et à mesure des séances, ils se connectent tout seuls, ils sont prêts à l'heure devant leur bureau, prêts à faire l'exercice. Les outils aussi technologiques, clairement, ça c'est très très stimulant pour l'enfant. Et ce qui est chouette, c'est que c'est toujours très polémique en ce moment. Est-ce que j'utilise le téléphone, les tablettes, etc. Nous, on vous dira jamais non, c'est génial. C'est vraiment des outils qu'on porte vers le haut. Mais en fait, ce qui est important, moi, en tant que spécialiste du langage, c'est souvent ce que je dis. Ce qui est important, c'est que l'enfant ne s'enferme pas dans sa bulle tout seul avec ces outils. En fait, on a besoin d'un contexte d'interaction. Et donc là, c'est ce qu'on met en avant par la téléorthophonie, la téléorthopédagogie. On va utiliser ces outils comme des choses porteuses au niveau du langage, au niveau de la lecture, au niveau de tous les apprentissages qu'on développe. Et ça, c'est un gros avantage parce que l'enfant comprend que ces outils technologiques, ça l'aide à apprendre et le parent trouve sa place aussi. Comment je fais moi dans ces outils technologiques? Comment je dois faire? Et on peut, en fait, il y a beaucoup d'imitations hein, qui sortent de là. Le parent peut jouer de la même façon que nous, on joue avec l'enfant. Donc ça, un autre avantage. Des conseils peut-être pour certains parents qui doutent s'ils devraient ou non euh, faire appel à de l'orthophonie en ligne. Voilà. Donc ça, c'est encore toujours encore une fois, c'est très très personnel, hein, c'est très très individuel. Bien sûr, je peux pas faire une ligne de conduite pour tout le monde, mais les gros petits conseils que je dirais, c'est que s'il y a vraiment, enfin, s'il n'y a pas de langage à partir de 3 ans, s'il n'y a toujours pas de signes langagiers, s'il n'y a pas d'interaction, là, clairement, on s'inquiète. Et donc, si on s'inquiète, on n'hésite pas à rédiger un petit mail explicatif à Edéor qui vous renverra directement vers moi à ce moment-là. Et donc, moi, ce que je fais toujours au début de toute prise en charge pour m'assurer si est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ou est-ce que non, tout va bien, il n'y a pas de souci. On pose toujours un premier petit rendez-vous de 15 minutes gratuit où là, les parents vont vraiment exposer leur situation à eux. Et moi, je vais leur dire, OK, est-ce que là, on doit faire quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas de souci? On attend. Ça, c'est quelque chose que je voulais souligner aussi. Toujours poser une question même si on la trouve bête, si on n'est pas sûr, c'est toujours mieux de la poser parce que, en fait, si on la pose pas et qu'il s'avère que 2, 3 ans plus tard, ah oui, en fait, oui, c'est vrai, il y avait un problème, c'est vraiment à ce moment-là que là, en tant que parent, on va se dire, mince, j'ai loupé un moment d'évolution clé de mon enfant. Là, je vais m'en vouloir toute ma vie. Alors que si j'ai posé la question et qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien, on est rassuré, on, on arrive à avancer comme ça. Et puis finalement, ça aurait été que juste une petite question. Donc ça, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez dès que vous avez un doute au niveau langagier. Je vous parlais du bilinguisme aussi. Donc le bilinguisme, c'est vrai que la seule chose qu'on va remarquer par rapport à un enfant qui parlerait qu'une langue, c'est ce côté lexical, ce côté où l'enfant bilingue, il aura vers 4 ans et demi, 5 ans, moins de vocabulaire qu'un enfant qui parle que français. Par contre, s'il y a d'autres signes au niveau vraiment articulatoire, au niveau de la formulation de phrases simples à cet âge-là, si vraiment, par exemple, les verbes ne sont pas conjugués, s'il n'y a vraiment pas de sens aux phrases formulées, ou s'il n'y a même pas de phrases, il n'y a que des mots isolés. Ça, par exemple, ça, c'est vraiment un signal d'alerte aussi à ces âges-là. Ça, c'est vraiment des signes où, pour le coup, on ne doit pas se reposer sur le bilinguisme et se dire c'est bon, ça va arriver. Parce que non. Le bilinguisme, par contre, ça ne cause pas de retard de langage. Et ça, c'est très important de le souligner. Le bilinguisme, c'est vraiment juste
La seule notion, c'est le lexique, mais sinon, tout le reste, l'enfant développe un langage similaire aux autres enfants de son âge, hein. Un langage similaire, il va faire du code switching, hein, je pense que vous l'observez tous, il va nous poser des petits mots d'anglais par-ci, par-là. Ça, moi, je vous invite à l'encourager à fond, hein, parce que ça veut dire en plus qu'il est capable de cumuler les systèmes langagiers des deux langues. Et donc là, pour le coup, c'est pas un signe d'alerte. S'il le place, évidemment, le mot au bon endroit, hein. Je vais chercher la... On peut lui donner dans la bonne langue, puis sans lui dire que sans lui faire sentir que c'est mauvais. Moi, c'est vrai qu'on entend souvent ça, par exemple, dans les couleurs ou des mots comme ça fréquents. Donc, il va avoir juste la phrase en français avec une couleur en anglais, mais on fait juste la dire. Puis l'inverse peut arriver aussi dans les autres langues, qu'on soit dans deux ou trois langues, d'aller placer. C'est ça, si on respecte la structure de phrase, quoi, que d'une langue à l'autre, le verbe peut être placé à différents endroits, mais d'aller le donner, juste redonner le modèle sans faire sentir à l'enfant là, qu'il fait quelque Ouais. chose. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un des premiers conseils que je donne toujours aux parents au niveau langagier. C'est vraiment laisser l'enfant finir sa phrase, même s'il y a eu des petits problèmes articulatoires, des petits mots par-ci, par-là qui ont été mal placés. Vous laissez finir. Et là, vous lui montrez que vous avez compris en reformulant correctement sa phrase dans une langue de votre choix. Généralement, votre langue native est la mieux parce que c'est celle que vous parlez le mieux et donc c'est celle dans laquelle vous pouvez lui donner votre meilleur modèle aussi. Voilà, il faut pas hésiter à parler à votre enfant aussi dans votre langue maternelle, hein. Ça, c'est un autre petit conseil que je peux donner à des parents qui culpabilisent un peu parce que à la maison, bah, c'est pas la langue qui est parlée. Et donc, enfin, c'est pas la langue qui est parlée à l'école, donc on essaye de parler dans la même langue que l'école. Mais en fait, l'enfant, il va avoir du mal à trouver sa place là-dedans. Il va se dire, mais pourquoi la langue de maman, elle est pas bien ou... Donc ça, j'invite toujours à parler dans sa langue maternelle. Et en plus, comme je disais, enfin, la langue dans laquelle on fait le moins d'erreurs, c'est quand même sa langue maternelle. Donc l'enfant a besoin d'un modèle. Encore une fois, c'est toujours cette qualité qui est importante. Et donc, toujours lui redonner ce modèle dans votre langue de préférence. Voilà pour les petits points d'alerte. Là, j'ai vraiment énoncé les gros points, on va dire. Oui, puis Après, en même temps, tes conseils. Donc, ouais. ouais, ça boucle bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais terminer peut-être par certaines ressources, des applications que les parents pourraient aller s'y référer? Nous, on a notre trousse. On va Oui, remettre le lien parce qu'elle continue à se faire télécharger, très appréciée. Une trousse, on a composé, Mathilde et moi, d'un 30 pages d'applications, de ressources que vous pouvez aller télécharger gratuitement. Et ce sont vraiment des outils assez faciles à utiliser, là, vraiment pour les parents, pas seulement pour des professionnels de la santé ou de l'éducation, mais vraiment pour que l'enfant puisse continuer ses apprentissages concrètement à la maison. Donc, est-ce que tu as peut-être des petites ressources sur le bilinguisme que tu voulais partager aux parents? ben, donc là, ce dont j'ai beaucoup parlé ici, c'était vraiment le côté lexical des choses. C'est vraiment vous, votre rôle en tant que parent. On sait que le lexique, c'est pas quelque chose, par exemple, que l'orthophoniste va vraiment développer. Parce que le lexique, je pense que vous le savez déjà, hein, mais il faut être exposé au moins 7 fois à un mot pour vraiment le comprendre et puis après encore plus pour pouvoir le produire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup de répétition, répétition. Il faut que l'enfant il soit exposé beaucoup, etc. Et donc bien sûr, c'est pas en 2 séances par semaine que nous on va vraiment travailler ce lexique. On va en travailler quelques-uns évidemment, mais ça va pas être le gros gros du travail. On va se concentrer sur l'articulation, la langue surtout. Donc moi, je vous inviterais vraiment à travailler ce côté lexical, hein. Je pense que en tant que parent, on se demande qu'est-ce que je peux vraiment faire avec mon enfant pour l'aider. Donc, ce qui marche bien pour tout ce qui est lexique, c'est de mettre en place des petites routines du week-end, par exemple. Donc, dans la trousse, là, on avait parlé de notre petite fleur du langage, par exemple. Vous pourrez y jeter un coup d'œil dans la trousse, mais en gros, on pioche un mot de vocabulaire du jour et puis on va devoir trouver un mot de la même famille, un mot contraire, un mot autre chose. Enfin, plein de mots qui vont entourer ce mot-là, en lien avec ce mot. Et donc, ce qui est intéressant avec ces fleurs de langage, c'est qu'on peut toutes les rassembler dans un document. Et à la fin, on voit en fait que c'est génial, on a appris plein, plein de mots.
Et donc moi Mm. maintenant, ce que je propose aussi pour compléter cette petite fleur qu'on n'a pas mis forcément dans la trousse, c'est l'application Quizlet. Je ne sais pas si tu connais, Oui, Eugénie, tout à fait. Oui, qui est super pour travailler aussi toutes ces notions lexicales. C'est pareil, ça va être de la répétition. Et là, c'est vraiment un exemple du... flashcard, il y a plusieurs jeux, des jeux en ligne. Très bien Ouais, fait. des flashcards, des choses comme ça. Des petits jeux qui durent pas plus de 5-10 minutes, qu'on peut faire 2-3 fois par semaine, le temps que le frère prenne la douche, un petit truc comme ça, par exemple, et qui permet de bien stimuler le lexique et qui permet de cibler différentes catégories lexicales. Ok, cette semaine, on fait les animaux, la fois prochaine, on fait les légumes. Ça, c'est des petites Parfait. ressources que je conseille et je pense que vraiment, votre rôle en tant que parent, il est vraiment là sur le côté lexical des choses. Ben, merci beaucoup, Mathilde, de nous avoir parlé. Donc, autant côté plus de la légalité, des assurances, côté finances, côté des démarches plus administratives et aussi des contextes ben, culturels. On a parlé aussi du bilinguisme, on a parlé de recommandations, qu'est-ce qu'on peut faire dans son rôle aussi, sa place de parent avec un enfant en contexte d'expatriation qui souhaiterait ben, comment on pourrait dire, qui souhaite quand même donner une certaine place au français dans un contexte où c'est peut-être non francophone ou en tout cas qu'il est exposé à plus d'une langue. Hmm. Merci, Ouais, Mathilde. Donc, si vous voulez continuer, ben, je dirais de écrivez info, peut-être dans les commentaires de notre enregistrement. N'hésitez pas à nous écrire aussi sur nos adresses email, donc mathilde@idr.com, eugénie@idr.com, sur le site d'IDR. Et puis, vraiment, notre conseil clé, c'est ne pas attendre. Ça va être beaucoup plus efficace. On s'évite toute une roue de la négation et au contraire, on rentre dans des améliorations puis dans des contextes où votre enfant va vivre avec un bon langage, là, une belle estime de lui-même. comme vous l'avez dit, mais c'est vraiment une qualité. On voit beaucoup trop d'enfants que, un peu trop tard, on aurait préféré les voir quelques années auparavant. Et c'est vrai que du coup, c'est des prises en charge dans lesquelles on rame un peu plus et qui sont beaucoup plus longues. En plus, on y arrive quand même, mais c'est pas le résultat escompté si ça avait été quelques années plus tôt. Donc oui, j'invite aussi à la précocité et à poser n'importe quelle question, même si on pense que c'est une question bête et que qu'il n'y a pas vraiment de réponse. N'hésitez vraiment pas. En plus, on est là pour ça et on se fait un plaisir d'y répondre toutes les deux. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mathilde. On vous souhaite un bel après-midi. On vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.